Pierre Moscovici. Bonjour. On a appris hier que Airbnb, la plateforme de location entre particuliers, avait payé moins de 93 000 euros d'impôts en 2016 en France. La France, pourtant, l'un des pays les plus rentables pour Airbnb. On s'est dit qu'il manquait des zéros quelque part, mais non. 92 944 euros exactement. Est-ce bien normal ? Non, c'est pas normal, c'est choquant et c'est pour ça qu'il faut trouver une solution, et une solution qui soit européenne à ce problème de fiscalité des GAFA pour aller vite. Et ces chiffres sont des chiffres extrêmement choquants. Comment faire ? La solution elle existe déjà en réalité. Je l'ai mise sur la table, c'est ce qu'on appelle le projet d'assiette commune consolidée de l'impôt sur les sociétés. L'idée c'est d'avoir une harmonisation des données fiscales, le chiffre d'affaires, l'activité, qui permettent de taxer l'activité de ces entreprises là où elles entreprennent, là où elles font des profits. Oui. Et si on met en place une telle assiette commune consolidée, alors il sera plus possible pour les entreprises de jouer au bon taux, de dérober des bénéfices ici pour aller vers des pays où la fiscalité est plus légère. Et c'est la raison pour laquelle je presse vraiment les gouvernements européens de prendre une décision sur cette proposition qui est sur la table de ce qu'on appelle le Conseil des ministres, l'assiette commune consolidée, l'harmonisation fiscale en la matière, c'est là la solution. Vous êtes entendu ou pas ? Parce qu'on rappelle les chiffres, l'Irlande a un impôt sur les sociétés de 12,5%, la France aujourd'hui c'est 33%. On ne peut pas agir sur les taux. Oui. Il ne revient pas à l'Union européenne de dire quel est le taux d'impôt sur les sociétés dans aucun pays. Si l'Irlande veut faire 12,5, c'est 12,5. Si la France veut faire 33, c'est 33. Ça baissera probablement, et je crois que ça doit baisser en effet. Oui. Non, le problème c'est pas d'harmoniser les taux. Le problème c'est d'harmoniser la base. C'est d'avoir une assiette qui soit une assiette commune qui fait en sorte que quand vous travaillez en France, c'est le cas d'Airbnb, eh bien vous payez vos impôts en France avec le taux français. Et ça, cette proposition, je souhaite qu'elle soit mise en œuvre rapidement. Je souhaite d'abord donc qu'elle soit adoptée par le Conseil des ministres. Mais c'est votre souhait, mais est-ce que vous êtes suivi, est-ce que vous êtes entendu ? Ce que je constate, c'est que la France, par exemple, est tout à fait en pointe sur ces sujets. J'en parlais encore récemment avec le président de la République, qui souhaite qu'il y ait une véritable fiscalité en la matière. Ce qui n'est pas la bonne solution, me semble-t-il, c'est qu'on ait uniquement des réponses nationales à ce type de problème. Il faut vraiment une réponse coordonnée, l'harmonisation fiscale, l'assiette commune consolidée d'impôt sur les sociétés. Voilà la solution si on veut que les entreprises multinationales payent des impôts là où elles ont de l'activité et là où elles créent des profits. C'est mon slogan, c'est la transparence en matière fiscale, c'est l'harmonisation, c'est l'assiette commune consolidée. Donc vous parliez des GAFA tout à l'heure, pour être clair, c'est Google, Apple, Facebook et Amazon, et puis tous les autres mastodontes du numérique. Je disais la fiscalité des GAFA parce que je donnais ce symbole-là. Oui. Non, c'est bien la fiscalité du numérique dont il s'agit. Google avait été soumis à un redressement fiscal en France de plus d'1 milliard, mais la justice a annulé cette sanction, et aujourd'hui le gouvernement dit on va discuter avec Google. Comment est-ce qu'on discute avec Google ? Comment est-ce qu'on négocie ? Ça, c'est la souveraineté du gouvernement français de faire ce choix. J'en avais parlé avec Gérald Darmanin. Je pense que avoir des transactions avec Google, ça c'est le dialogue qui peut exister entre une administration fiscale et cette entreprise. Je crois que ça n'est pas exclusif d'avoir une solution européenne. Je pense même que la vraie réponse, c'est la solution européenne, ce qui, encore une fois, ne contredit pas les intentions du gouvernement français de parvenir à des transactions avec telle ou telle entreprise. Cette optimisation fiscale des grands groupes, elle représente quel manque à gagner aujourd'hui pour la France ? Très compliqué à dire, mais je vais prendre un exemple sur un autre impôt, sur la TVA. On estime que la TVA, c'est la fraude à la TVA, c'est 160 milliards d'euros de manque à gagner au niveau de l'Union européenne. Et si on regarde uniquement la fraude à la TVA dite transfrontalière, c'est-à-dire pour les échanges entre les pays, c'est 50 milliards d'euros par an. 50 milliards d'euros par an qui ne viennent pas dans les trésors nationaux, qui donc sont autant d'efforts supplémentaires à faire pour réduire les déficits. 50 milliards d'euros aussi qui servent à financer la criminalité transfrontalière, la criminalité organisée, voire le financement du terrorisme. C'est la raison pour laquelle la Commission européenne, en tant que commissaire à la fiscalité, je mène une action vraiment très résolue contre la fraude, contre l'évasion fiscale, pour la transparence fiscale, avec aussi, par exemple, l'intention qui est la mienne de lutter contre le trafic illicite de biens culturels, renforcer le rôle des douanes, harmoniser la fiscalité et mettre de la transparence, lutter contre le secret partout. Voilà la clé. Justement, on en parlait dans le journal, Neymar est arrivé en France, la star de foot brésilienne. Le gouvernement dit c'est une bonne nouvelle, il va payer ses impôts en France. On en est sûr ? Parce que plusieurs footballeurs sont passés au travers des vagues du filet, ils ont eu des problèmes. Quand arrive un tel transfert, on est toujours partagé entre deux réactions, et moi j'en ai une troisième. Il y a la réaction du citoyen, il se dit quand même ça coûte très cher.
Bon, il est choqué par les sommes, il ne faut pas se le cacher. Donc il espère en effet que ce footballeur va payer ses impôts là où il va travailler. Il y a la réaction du supporter qui se dit quand on aime, on ne compte pas, et donc formidable, on a un Neymar. Et puis il y a celle du commissaire européen. Le commissaire européen regarde le fait qu'il y a eu des mécanismes quand même extrêmement avantageux pour les footballeurs, avec des agents qui ont joué des rôles, disons, extrêmement encourageants. Et moi je souhaite là aussi qu'on mette fin au secret. On a parlé de Ronaldo, on a parlé de Messi, on s'interroge sur Neymar. Faisons en sorte que quand un agent, un consultant, un cabinet d'avocats, une banque vend un montage fiscal avantageux à un footballeur, par exemple, eh bien, ceci soit révélé à l'administration fiscale et qu'il y ait ensuite des échanges entre administrations fiscales. Toujours la même chose, coordination et transparence. Oui, c'est une proposition que vous avez formulée en juin. C'est une proposition que j'ai faite en juin. Et alors, on en est où ? Celle-là, je crois qu'elle avance bien. Oui. Elle est plus simple, il faut le dire, que l'assiette commune consolidée parce qu'il est un peu moins ambitieuse, un peu moins globale. Et vraiment, là, il faut aller au bout parce que c'est pas tolérable qu'on ait de l'opacité en la matière. Que Neymar paye ses impôts en France, en effet. Moi, je ne sais pas si il faut s'en réjouir ou pas. Je pense que ça doit être simplement la règle. L'euro s'envole, Pierre Moscovici, on le constate depuis quelques semaines. La devise européenne a pris 10 centimes face au dollar. C'est un rééquilibrage ou c'est un coup de chaud ? Je ne commande jamais les mouvements de change. Ça, ce sont des mouvements qui résultent surtout de l'action des banques centrales qui sont indépendantes. Disons qu'il est important que les monnaies reflètent les fondamentaux des économies. Et dès lors que l'économie européenne va mieux, elle va incontestablement mieux. La reprise est là. Elle est maintenant à peu près autour de 2% dans l'Union européenne, 1,8% dans la zone euro. Alors comment en profiter ? Comment la France peut-elle en tirer profit ? Je crois qu'avant tout, un pays se doit d'être plus compétitif. Et aujourd'hui, si on veut que la reprise soit plus forte en France, il faut accélérer ce qui manque, c'est-à-dire l'énergie de l'investissement. La loi travail, c'est une bonne piste ? Il faut des réformes structurelles dans un pays. C'est pas à moi de me prononcer sur les réformes que doit faire tel ou tel pays. Si on vous invite pour ça. Assurément. Non, je crois qu'il ne faut pas confondre. La Commission européenne n'est pas là pour prescrire, pour tenir la main des gouvernements. C'est au gouvernement élu de respecter les programmes démocratiques. Cela dit, ce qui est vrai, c'est que la France est un pays qui a besoin de réformes structurelles. Elle a besoin de deux choses. D'abord de réformes structurelles, ensuite de réduire ses déficits, de faire en sorte que ces déficits passent durablement en dessous de 3%. Ce sera fait cette année, a promis Emmanuel Macron. Eh bien, je m'en réjouis. Oui, je pense que ce sera fait en 2017, c'est possible. C'est un effort qui n'est pas simple, mais le vrai problème, c'est pas 2017, c'est 2018 et c'est 2019, parce que ce que je souhaite moi, c'est que la France sorte d'une procédure européenne que je suis chargé de gérer, qu'on appelle la procédure de déficit excessif. Il ne reste plus que 2 pays dans la zone euro, la France et l'Espagne en procédure de déficit excessif, et la place de la France n'est pas dans le wagon de queue, c'est dans le wagon de tête. Si on veut, comme Emmanuel Macron, que la France soit leader en Europe et qu'on soit capable vous me parliez de l'euro, de transformer la zone euro, d'intégrer la zone euro, de lui donner un gouvernement économique, de lui faire jouer le rôle de force en matière d'investissement, alors il faut être exemplaire chez soi. Pierre Moscovici, vous avez été ministre de l'économie et des finances et vous avez vous-même promis de passer sous la barre des 3%. Avec une croissance à 0,3% et des déficits initiaux à 5,2%. Mais c'est une promesse que vous aviez formulée. Aujourd'hui, quand vous êtes à 1,5%, et peut-être plus de croissance, je l'espère, pour la France, quand les déficits sont à 3,2%, c'est simple, c'est assez à portée de main tout de même. Et là, maintenant, il faut faire le dernier effort, il faut donner le dernier coup de rein. Les déficits, ils ont baissé dans le dernier quinquennat. Il faut continuer à les baisser et à les baisser continuellement. Et j'ajoute, non seulement à les baisser continuellement, mais à les baisser bien. Et les baisser bien, c'est faire en effet les réformes structurelles qui permettent de limiter les déficits structurels. Ce sont ceux qui se déploient indépendamment de la croissance et ce sont ceux-là qui font monter la dette publique. Il faut que la France inverse la courbe de sa dette. Et baisser les APL, baisser les aides aux collectivités territoriales comme ça vient d'être décidé, est-ce que c'est une bonne piste ? Encore une fois, c'est pas à moi de dire au gouvernement français comment il doit faire. Moi, je suis là pour fixer une obligation de résultat et pas une obligation de moyens. Cela dit, quand je regarde ça... C'est plus facile d'être à Bruxelles qu'à Bercy ? Non, c'est différent. Mais quand je regarde ça, j'ai envie de dire que on voit les limites d'une méthode. Cette méthode, c'est la méthode dite du rabot. C'est-à-dire, si vous commencez à raboter, vous coupez un peu ici, vous coupez un peu là, après, vous tapez dans le dur et vous le faites de manière indistincte. Et mieux vaut, en effet, avoir en amont des réformes structurelles sur des politiques publiques et travailler sur la qualité de la dépense plutôt que d'avoir des mesures qui paraissent, parce qu'elles sont isolées,
injuste. Et donc, je pense que le gouvernement a compris ça et que dans la perspective du budget 2018, il y aura une approche beaucoup plus structurante, structurelle, par politique publique. Et c'est comme ça qu'il faut faire, en effet. C'est la seule façon d'être compris et admis. Des réformes structurelles. Réduire les déficits publics, c'est pas hostile, ce n'est pas contraire à l'exigence de justice sociale. Pierre-Hugues Moscovici, rapidement, le Brexit, on en parlait hier sur RTL, les Britanniques doivent faire un chèque pour solder le divorce. On parle de 40 milliards d'euros. Ça, c'est ce que dit Londres. Bruxelles dit plutôt 100 milliards. Est-ce que c'est négociable ? Pour l'instant, il n'y a pas de chiffre donné ni par les uns ni par les autres d'ailleurs. Si Londres disait 40 milliards, ça se saurait. Si nous disions 100 milliards, ça se saurait aussi. Ce qui est clair, c'est que quand on est dans un divorce qu'on espère à l'amiable, il y a trois questions qui sont posées. Un, il y a les droits des citoyens. C'est la première question. C'est-à-dire, quels sont les droits des citoyens qui vivent en Royaume-Uni, qui vivent dans l'Union européenne? Il faut que ce soit les mêmes qu'aujourd'hui. La deuxième question, c'est celle de l'Irlande du Nord. On ne peut pas rétablir une frontière étanche entre les deux Irlandes, parce que c'est un seul peuple, et on n'a pas envie de ça. Et puis le troisième, c'est qu'il faut en effet solder ses comptes. Et là, les choses sont vous ne claires. donnez pas de chiffres? Non, je donne pas de chiffres, mais il est clair que... plutôt 40, plutôt 100 ? Il est clair que le Royaume-Uni est débiteur en la matière. Et donc, il y a eu un premier round d'observation en juin, il y a eu un round de présentation des propositions. Maintenant, il va y avoir un round de clarification. Je ne donne pas de chiffres, mais les bons comptes font les bons amis. Pierre Moscovici, vous avez du plein sur la planche. Merci, commissaire européen aux affaires économiques et financières. Merci d'avoir été notre invité ce matin sur RTL.